Bonjour chers élèves, donc voilà, je continue la correction de l'examen national option sciences maths. Dans cette vidéo, on va traiter la partie mécanique. Donc comme d'habitude, l'énoncé, vous pouvez la télécharger sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc le sujet proposé, c'est l'étude du mouvement d'un skieur. Donc c'est essentiellement, vous allez voir, l'application des lois de Newton. Donc le mouvement va se faire en deux phases. Dans la première phase, le mouvement se fait sans frottement du fluide. Et dans la deuxième partie, avec frottement du fluide. Donc l'angle alpha est donné à 45 degrés. Voilà les données essentielles. La masse du skieur, c'est 75 kg. G est égal à 10 mètres par seconde. Donc la première partie, donc le mouvement se fait sans frottement du fluide. Le contact avec le plan incliné se fait avec frottement. Et on vous dit l'action du plan R, on la modulise par une force de frottement R qui a deux composantes, une composante tangentielle et une composante normale. Bien, lors du mouvement du skieur, les intensités T et N sont liées par la relation T est égal à K fois N. Bon, K c'est une constante qu'on appelle la constante du frottement. Donc c'est T sur N. Bon, les questions classiques, déterminer en appliquant la deuxième loi de Newton l'accélération en fonction de G, alpha et K. Donc il faut qu'elle soit uniquement en fonction de ces grandeurs. Ensuite, on vous donne comment évolue la vitesse en fonction du temps et on vous dit déterminer graphiquement l'accélération et vérifier que K égale à 0,9. Donc c'est très bien, ça va vous rassurer bien sûr si vous avez trouvé K égale à 0,9, sinon vous serez bloqué. Pour de la deuxième partie, on va étudier le mouvement du skieur, exactement le même, mais on va ajouter une autre force. C'est la force du frottement qui est modélisé dans ce cas-là par F égale à moins lambda fois V, avec lambda est égal à 5. Et on va refaire la même étude, déterminer toujours en appliquant la deuxième loi de Newton l'équation différentielle de la vitesse et montrer qu'elle s'écrit sous cette forme. Déterminer la vitesse limite. Ensuite, en utilisant la méthode d'Euler, déterminer la vitesse V2. Bien sûr, on vous donne delta t, c'est t2 moins t1, ça veut dire c'est 1,4 secondes. Donc voilà pour le premier exercice qui est indépendant de le deuxième. Donc le deuxième, on va étudier le mouvement d'une particule chargée dans le champ de pesanteur et le champ électrique. C'est-à-dire on ne va pas négliger le poids. Donc on vous dit deux plaques métalliques, ça peut être par exemple un condensateur qui sont séparés par une distance d. Vous avez VA moins VC égale I0 positif, la charge également positive. Donc une sphère de masse M porte une charge, voilà, c'est important, le signe de la charge, parce que ça va influencer sur le sens de la force. Deuxième information importante, il est abandonné sans vitesse initiale, c'est très important, les conditions initiales pour déterminer les équations horaires. Ensuite, voilà. Le repère d'étude, c'est OX, OY. Voilà les conditions initiales sur la vecteur position. Donc x0 égale à d sur 2, y0 est égal à L. On vous dit que la force électrostatique, c'est Q fois E, bien sûr. Et puisque la charge est positive, donc elle est dirigée vers le champ électrique. Donc le champ électrique, je vous rappelle, c'est toujours dirigé du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Donc U0 est positif, c'est VA moins VB, ça veut dire VA est supérieur à VB. Donc le champ électrique, lui, il est dirigé dans ce sens-là. Et comme la charge est positive, la force il est linéaire au champ électrique, car Q est positif. Donc voilà les données, on vous donne G, la longueur L entre les deux plaques, la longueur des plaques, la distance entre les deux plaques en centimètres, faites attention, L elle est en mètres, et on vous donne le rapport Q sur M, c'est 10 moins 6 coulombs par kilogramme. On vous rappelle la relation entre le champ électrique et la tension et la différence de potentiel entre les deux plaques. Donc la différence de potentiel, c'est le champ fois la distance entre les deux plaques.
Donc voilà les questions. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir les équations horaires, c'est-à-dire x de t et y de t. Ensuite, connaissant les équations horaires, déterminer l'équation de la trajectoire, déduire, donc c'est juste, il faut éliminer le temps bien sûr. Et pour une valeur déterminée de la tension, on vous dit que le centre d'inertie passe par le point P, c'est-à-dire ce point-là. La particule va sortir par ce point. De coordonnées combien x égale à d, y égale à 0. Et à partir de ça, et bien sûr en utilisant l'équation de la trajectoire, montrer que I0 égale à 8 kV. Donc voilà, ceux qui vont terminer l'exercice et qui vont trouver 8 kV, ça veut dire ils sont sûrs de la réponse à toutes les questions. Donc voilà, donc vous voyez que ce sont, bon, à mon avis, ce sont des exercices très classiques. Il suffit de comprendre comment appliquer les lois de Newton. Voilà, donc si vous avez bien compris ce que c'est que les lois de Newton, comment les projeter sur un repère d'étude, le reste, vous allez voir, c'est des calculs qui ne sont pas compliqués, qui peuvent être faits également par les élèves de l'option PC. Bien, d'une façon générale, un exercice de mécanique, il est basé sur trois choses. Donc d'abord, définir quel est le système étudié, dans quel repère vous faites l'étude, et comment projeter un vecteur sur un repère. Donc voilà, ça tourne autour de ça. Si vous avez compris comment projeter des vecteurs sur un repère x, y, z, comment définir les forces, le reste, vous allez voir que ce sont des calculs qui ne sont pas compliqués. Donc première question, on nous dit d'exprimer l'accélération en fonction de g, k et alpha. Donc pour exprimer l'accélération, on va utiliser bien sûr la deuxième loi de Newton. Donc avant d'appliquer les lois de Newton, d'abord définir quel est le système étudié, donc c'est le skieur. Quelles sont les forces appliquées? Donc on a dit il y a deux forces pour la première partie, puisqu'il n'y a pas de frottement du fluide. Il y a le poids, qui est toujours perpendiculaire à la trajectoire, au plan, à la surface, au plan, d'accord? Et la réaction du plan, on suppose bien sûr dans ce cas-là qu'il y a des frottements, puisque la réaction, on vous dit qu'elle a deux composantes, une composante normale au plan, et une composante tangentielle au plan. Donc voilà la réaction grand R. Donc vous avez deux forces, il y a le poids et la réaction a deux composantes, une composante normale et une composante tangentielle, avec bien sûr la relation entre le module de T et le module de N, T est égal à K fois N. Bon, on applique deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à M gamma, et on projette sur OX. Qu'est-ce que nous avons? Le mouvement se fait suivant l'axe des X, donc l'accélération possède une seule composante, c'est A de X. Donc, la projection de l'accélération, c'est A, en fait c'est A de X, mg. C'est quoi la projection de P suivant l'axe des X? C'est ce vecteur-là. Voilà la projection de P suivant l'axe des X. Donc, côté opposé à alpha, donc c'est le sinus. Et dans le même sens que l'axe des X, donc c'est plus mg sinus alpha. C'est quoi la projection de R? La projection de N, c'est 0, parce qu'il est perpendiculaire à X, et la projection de T, c'est moins T. Donc voilà, donc A de G est égal à G sinus alpha moins T sur M. Mais on me dit d'exprimer A de G en fonction de G, K et alpha. Donc, il ne faut pas que T apparaît. Donc, comment trouver l'expression de T? Il faut bien sûr faire la projection cette fois-ci sur l'axe des Y. Bon, qu'est-ce que va donner sur l'axe des Y? Puisque le mouvement se fait sur l'axe des X, donc l'accélération suivant l'axe des Y, c'est 0. La projection de P suivant l'axe des Y, c'est ce vecteur-là. Donc, vous voyez, c'est le côté adjacent à alpha, donc cosinus, opposé à l'axe des Y, donc c'est moins mg cosinus. Et la projection de N, puisqu'il est suivant l'axe des Y, c'est plus N. Donc, N est égal à mg cosinus alpha. Donc en remplaçant ici m par sa valeur, donc A de G est égal à G sinus alpha moins, donc je remplace 1 sur M par N, donc voilà, je remplace ici T par K fois N, voilà, K fois N,
Et n sur m, c'est g cosinus alpha. Vous voyez? Donc ici, vous avez t sur m. Je remplace t par k fois n. Et n sur m est égal à quoi? Est égal à g cosinus alpha. Et donc, je trouve, et puisque alpha égale à 45, sinus égale à cosinus, je peux l'écrire sous cette forme aussi. G sinus alpha facteur de 1 moins k. Donc voilà, j'ai exprimé k uniquement en fonction de g, de l'accélération, pardon, en fonction de g, alpha et k. Donc, vous voyez, c'est la méthode générale qu'on adopte en mécanique. Quel est le système étudié? Quelles sont les forces appliquées? Choisir correctement le repère de projection. Voilà, il est déjà indiqué dans le schéma. C'est l'axe IX, l'axe des Y. Le reste, c'est de savoir quelles sont les composantes ou bien la projection d'un vecteur donné dans une base donnée ou bien dans un repère donné. Bien. Deuxième question, on vous donne la variation de la vitesse en fonction du temps et on vous demande de déterminer l'accélération. Bien sûr, que représente l'accélération par rapport à la vitesse? Vous avez la vitesse est égale à a fois t plus une constante. Ça veut dire l'accélération, c'est la pente de la courbe v égale f de t. Donc l'accélération, c'est d de v sur d de t. Ça veut dire v, c'est la pente de cette courbe. Donc pour calculer la pente, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc c'est delta y sur delta x. Le plus simple de prendre ce point-là pour calculer la pente. Donc delta y, c'est 0,7 et delta de x, c'est 1. Et donc, la vitesse tout de suite égale à 0,7 mètres secondes moins 2. Bien. Maintenant, on nous dit de vérifier que k égale à 0,9. Je connais l'expression de Hg. Je reviens à l'expression qu'on a déjà calculée tout à l'heure. Donc, c'est g sinus alpha facteur de 1 moins k. Je connais Hg égale à 0,7. Je connais g que c'est 10. Sinus alpha, c'est racine de 2 sur 2. Je fais l'application numérique. Donc, k est égal à 1 moins 0,7 divisé par 10 fois racine de 2 sur 2. Vous faites l'application numérique et vous allez trouver exactement 0,9 dans l'unité de système international. Bien. Maintenant, en plus du poids, toujours, on nous dit de déterminer comme première question l'équation différentielle du mouvement, c'est-à-dire l'équation vérifiée par la vitesse. Donc toujours la même chose, même étude, système étudié, skieur, quelles sont les forces appliquées? Cette fois-ci, il y a une force qui va s'ajouter, qui est moins k fois v. Donc vous avez bien sûr le poids qui est perpendiculaire au plan horizontal. La réaction, toujours, il a deux composantes, la normale et la tangente. Ensuite, il y a une force qui s'ajoute, c'est la force de frottement du fluide, de l'air par exemple, qui est opposée à la vitesse. Voilà. Maintenant, il faut projeter ces deux relations sur l'axe des x et sur l'axe des y. Le mouvement se fait toujours sur l'axe des x, donc l'accélération possède une seule composante, c'est a de x, qu'on appelle ici d de v sur d de t, ou bien d de vx sur d de t. La projection de p, bien sûr, c'est toujours mg sinus alpha. Projection de r, c'est moins t. Et bien sûr, la projection de la vitesse, c'est moins lambda fois v. Avec lambda égale à 5, donc moins 5 fois v. D'accord? Voilà, ensuite je divise par m. Donc d de v sur d de t est égal à g sinus alpha moins t sur m moins 5 sur m fois v. Mais il ne faut pas que t apparaît parce que je dois l'écrire d de v sur d de t plus une constante fois v. Donc je dois chercher l'expression de t en projetant toujours la même relation sur l'axe des y. Donc v, la composante de l'accélération sur l'axe des y, c'est 0. Le mouvement se fait sur l'axe des x. La projection du poids, bien sûr, c'est moins mg cosinus, donc c'est ce vecteur-là, moins mg cosinus. La projection de r, c'est plus n. Et la projection de la force de frottement, c'est 0, puisqu'elle est perpendiculaire à l'axe des y. Et donc, on déduit que n est égal à mg cosinus alpha, qui est égal à quoi par définition? À t sur k. Donc, je vais remplacer ici t sur m par k fois g cosinus alpha. Voilà. Et on arrive, voilà, c'est l'équation de tout à l'heure. Je remplace t sur m par k fois g cosinus alpha. Et on arrive à cette expression-là. Donc, voilà, d de v sur d de t plus une constante fois v plus une autre constante égale à 0. Donc, par analogie avec la formule qu'on me dit,
je pose A égale à 5 sur M et je pose tout ça comme une constante B. Voilà, je peux même faire l'application numérique. Donc A c'est 5 sur M. Donc bien sûr vous regardez ici suivant l'équation différentielle. Ça c'est une accélération, donc ça c'est une accélération. Donc la vitesse pas pour autant. Donc l'unité de A ce sera le seconde moins 1. Et l'unité de B bien sûr c'est l'unité d'une accélération. Mètre seconde moins 2. Donc vous remplacez G par 10, racine de 2 sur 2, facteur de K moins 1. Sauf erreur, j'ai trouvé moins 0,707. Voilà, et donc je remplace A par sa valeur, V par sa valeur, et voilà l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Bien, maintenant, toujours les questions classiques quand on traite le mouvement dans un solide, dans un milieu visqueux, c'est la vitesse limite. Et bien sûr, là aussi, la méthode elle est classique. Si V est égal à la vitesse limite, ça veut dire quoi? Ça veut dire V est égal à une constante. Et si V égale à une constante, sa dérivée est égale à 0. Et donc l'équation différentielle devient uniquement A fois V limite plus B égale à 0. Donc la vitesse limite, c'est moins B sur A. J'ai déjà calculé B, j'ai calculé A, je fais l'application numérique et je trouve vitesse limite, c'est 10,7 mètres par seconde. Enfin, on me dit de calculer la vitesse à l'instant T2 en utilisant la méthode d'Euler. Donc j'ai largement expliqué cette méthode dans des vidéos précédents. Vous avez deux étapes dans la méthode d'Euler. D'abord, il faut déterminer A1 avant de calculer V2. Et pour déterminer A1, j'utilise tout simplement l'équation différentielle qui vous dit que l'accélération à l'instant T1 plus 0,066 V1 moins 0,707 égale à 0. Donc je remplace V par V1 et D de V sur D de T par A1. Donc A1, d'après l'équation différentielle, est égal à quoi? Ou d'une façon générale, A est égal à 0,707 moins 0,066 fois V. Donc cette équation, il nous permet de déterminer l'accélération à l'instant T connaissant la vitesse à l'instant T. Donc je connais V1, je peux déterminer A1 et je trouve 0,29 mètres seconde moins 2. Maintenant, connaissant A1, je peux déterminer V2. Comment on fait? Je remplace cette fois-ci l'accélération par son expression delta V sur delta T, c'est-à-dire Vn plus 1 moins Vn d'une façon générale sur delta T égale à 0,707 moins 0,666 fois V. Qu'est-ce qu'il nous permet cette équation-là? Connaissant V à l'instant n, de déterminer la vitesse à l'instant n plus 1. Voilà. Donc je connais V1, donc je peux déterminer tout de suite V2. Bon, vous voyez à la limite là, j'ai même pas besoin de calculer A1 en fait. D'accord? Donc, avec cette méthode-là, je remplace. Donc V2 est égal à delta T fois tout ce terme-là plus V1. Donc je connais delta T, donc c'est 15,4 moins 14. Je connais V1, donc je peux déterminer V2. Donc voilà, V2 égale à 6,7 mètres par seconde. Vous voyez que je trouve une vitesse supérieure, c'est normal. La vitesse du skieur va augmenter jusqu'à atteindre la vitesse limite. Et bien sûr, cette vitesse doit être inférieure à la vitesse limite que j'ai trouvée. Donc, pour le moment, tout colle bien. Voilà pour le premier exercice. Maintenant, on va passer à l'exercice de calcul d'une particule lâchée sans vitesse initiale dans une région où vous avez un champ électrique. Bon là, il suffit de savoir que la force qui s'exerce sur une particule chargée, c'est Q fois E. D'ailleurs, on vous le donne dans l'énoncé. Donc voilà les données Q sur M, D, L, G, et on vous donne la relation entre la différence de potentiel entre la plaque A et la plaque C et le champ électrique. Comme j'ai dit tout à l'heure, le champ électrique, lui, il se dirige toujours du potentiel croissant vers le potentiel décroissant. D'accord? Et puisque V de A moins V de C est positif, ça veut dire V de A est supérieur à V de C, donc le champ électrique se dirige dans ce sens-là. Or, la force, c'est quoi? Force électrostatique, c'est la charge fois le champ. Donc, si la charge est positive, la force est dans la direction du champ. Si la charge est négative, elle est dans le sens opposé. Là, on vous dit que la particule, elle est positive. Donc, vous avez une particule
qui est soumise à deux forces. Une force qui est, système étudié bien sûr, c'est la charge Q. Il y a le poids qu'on n'a pas négligé dans cet exercice, qui est bien sûr dirigé suivant l'axe vers le bas, voilà le poids. Et vous avez la force électrique qui est égale à Q fois E. Question aussi très importante, quand vous voulez étudier l'équation de la trajectoire, il faut toujours, avant de faire aucun calcul, indiquer ce qu'on appelle les conditions initiales. Donc ça, bien sûr, c'est la deuxième loi de Newton, c'est mg plus la force électrostatique est égale à m gamma. Maintenant, avant de faire les projections, il faut rappeler les conditions initiales, parce que ce sont des conditions initiales qui vous permettent de déterminer les constantes d'intégration. Donc, la position, quelles sont les composants de la position de la particule à t égale à 0. Donc la particule ou bien de la charge, il est lâché à partir du point M0, ça veut dire x0 c'est t sur 2, et y0 c'est égal à L. Sans vitesse initiale, ça veut dire v0x égale v0y égale à 0. Et bien sûr, l'accélération dans le repère OX ou Y, il n'a pas de composante suivant x, il est moins g sur l'axe des y. Après, il suffit de projeter cette relation sur l'axe des x, ensuite sur l'axe des y, et faire des intégrations successives jusqu'à trouver x de t et y de t. Donc, rien de spécial, extrêmement classique. Voilà, on va projeter d'abord sur OY. Donc, sur OY, la projection de l'accélération, c'est AY. Et bien sûr, la projection de la force électrique, c'est 0, parce qu'il est perpendiculaire à l'axe des Y. Et la projection du poids, notez bien ici, l'axe des Y est dirigé vers le haut. Donc le poids, c'est moins mg. Donc c'est moins mg plus 0. Ça veut dire l'accélération est égale à de y est égal à moins g. Or, a de y, c'est quoi? C'est d de v de y sur d de t. Donc je trouve d'abord la vitesse de v de y en intégrant une première fois. L'intégrale de moins g, c'est moins g fois t plus une constante. J'utilise les conditions initiales que j'ai rappelées tout à l'heure. À t égale à 0, v de y égale à 0. Donc 0 est égal à 0 plus c, donc la constante est égale à 0. J'intègre une deuxième fois parce que d de v de y, c'est d de y sur d de t. Donc y, l'intégrale de t, c'est 1 demi t carré plus une constante. Là aussi, faites attention, à t égale à 0, y n'est pas égal à 0 cette fois-ci. Il est égal à quoi? Il est égal à L. Donc 0 est égal à 0, L est égal à 0 plus c, donc c est égal à L. Donc, en définitive, y de t égale à moins 1 demi gt carré plus L. Exactement la même chose sur l'axe des x. Cette fois-ci, la projection du poids sur l'axe des x égale à 0. Et par contre, la projection de la force électrique, c'est Q fois E. Donc, l'accélération a de x ou bien d de v de x sur d de t est égal à Q fois E sur m. J'intègre une première fois. V de x est égal à Q fois E sur m fois t plus une constante. Mais comme v de x égale à 0, la constante est égale à 0, j'intègre une deuxième fois. V de x, c'est d de x sur d de t. Donc x, c'est l'intégrale de t, c'est t carré sur 2, plus une constante. Là aussi, à t égale à 0, x n'est pas égal à 0, c'est d sur 2. Donc d sur 2 égale à 0 plus c. Donc c est égal à d sur 2. D'accord? Donc si à t égale à 0, vous avez d sur 2 est égal à 0 plus c, donc c égale à d sur 2. Donc voilà l'équation définitive de x de t. Je connais x de t, je connais y de t. L'équation suivante, ou bien la question suivante, elle est triviale, c'est l'équation de la trajectoire. Pour déterminer l'équation de la trajectoire d'une particule, il suffit d'éliminer le temps. L'équation de la trajectoire, ça signifie y en fonction de x. J'ai x de t, j'ai y de t, donc je dois chercher x en fonction de quoi? Je dois chercher t carré. Il faut que j'élimine le t carré qui apparaît ici. Donc je dois calculer t carré en fonction de x. Donc c'est quoi? Donc q sur 2m e t carré est égal à quoi? Est égal à x moins d sur 2. Donc t carré est égal à 2m sur q fois e, facteur de x moins d sur 2. Je remplace t carré dans l'expression de y de t. Et donc, vous avez tout de suite y de t est égal à moins mg sur q fois e, facteur de x moins d plus L. Donc, vous voyez, t carré, vous le remplacez par 2m. Donc, 2 avec 2 va se simplifier. Donc, ça sera m fois g sur
Q fois L. Voilà, donc c'est l'équation de quoi? C'est l'équation d'une droite. Donc, voilà, c'est l'équation d'une droite. Vérifier, bien sûr, condition initiale, si x égale à d sur 2, vous voyez bien que y est égal à L. Bien, maintenant, question qui va vous mettre, soit vous mettre en confiance, soit vraiment vous désorienter. On vous dit que montrer que U0 égale à 8 kV. Ah, d'accord. Et pour cela, on vous dit quoi? Que la particule quitte la partie où le champ électrique existe au point P. Et quelles sont les coordonnées de ce point P? C'est bien sûr x égale à d, y égale à 0. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? La particule quitte la région où existe le champ électrique au point P. Ça signifie tout simplement que les coordonnées de ce point vérifient l'équation de la trajectoire. C'est tout ce qu'il faut écrire. J'ai l'équation de la trajectoire, et puisque P appartient à la trajectoire de la particule chargée, ça veut dire tout simplement, dans cette équation-là, si x égale à d, alors y égale à 0. Donc je remplace y par 0, x par d, donc d moins d sur 2, c'est d sur 2 plus L. Maintenant, je dois faire apparaître U0. Or, je vous rappelle que E est égal à U0 sur D. Donc, je multiplie en haut et en bas par D. Donc, voilà. Pour faire apparaître U0 ici, je multiplie ici. Donc, je vais avoir D carré sur E fois D. Et E fois D, c'est U0. Voilà. Et je trouve, en définitive, que D fois mg sur 2Q fois est égal à L. Je multiplie en haut et en bas par D. D fois E sur U0. Donc, je déduis que E0 est égal à D carré fois mg sur 2Q fois L. M sur K, elle est donnée dans l'énoncé. En fait, c'est K sur M. Donc, l'inverse, c'est M sur K. Donc, D, c'est 4 cm qu'il faut transformer en mètres. C'est 16. 4 fois 4, c'est 16. 10 moins 2 au carré, c'est 10 moins 4. Donc, ça, c'est K sur M. Donc, on nous donne M sur K. K sur M égale à 10 moins 6. Donc, M sur K, c'est 10 puissance 6. 10, c'est G. L est égal à 1. Et sur 2. Voilà. Et donc, vous voyez bien que 10 sur 2, c'est 5. 16 divisé par 5, 10 sur 2, c'est 5, pardon. Voilà. Et 16 divisé par 5, c'est bien 80. 80 fois 10 puissance 2, ça vous donne 8 fois 10 puissance 3 volts. Et donc, on retrouve exactement notre 8 kV. Donc, voilà pour la partie mécanique qui a été proposée aux élèves de sciences maths. À mon avis, c'est un exercice qui est largement à la portée. Bien sûr, j'attends vos commentaires. Bon, peut-être je me trompe. J'attends vos commentaires sur la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de cet exercice-là? Et bien sûr, partagez la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne. Et bien sûr, s'il y a des critiques, des commentaires, il faut me le faire parvenir sur en bas de l'écran, dans la description de la vidéo, ou bien dans les commentaires sur la vidéo. Donc voilà, très bientôt. Donc j'ai déjà fait la partie chimie, la partie onde, la partie mécanique. Donc il reste juste la partie nucléaire et l'électricité. Donc je vais les faire très prochainement. Donc à bientôt pour d'autres contributions.